Bonjour à tous, je vous propose de corriger l'épreuve CCP 2018 en chimie option PC. Donc on va commencer par la première question. On vous demandez dans cette première question de donner la configuration électronique des atomes suivants, c'est-à-dire le carbone et l'oxygène. Donc je vais écrire directement les deux configurations. Pour le carbone, on a 1s2, 2s2, 2p2. Pour l'oxygène, 1s2, 2s2, 2p4. Au niveau des électrons de valence, on a 4 électrons de valence pour le carbone et 6 électrons de valence pour l'oxygène, ce qui fait un total de 10 électrons de valence. Question numéro 2, proposer deux formules mésomères pour le monoxyde de carbone. Donc je représente la première forme mésomère. Par délocalisation, on obtient la deuxième forme. Éventuellement, mais on le représente rarement, une troisième forme qui a un poids statistique très faible, celui que j'ai représenté en vert. Donc on a trois formes mésomères, même si on demande deux formes mésomères. Donc c'est les deux premiers à gauche qui vont nous intéresser. On nous donne aussi comme indication que la longueur de la liaison du monoxyde de carbone vaut environ 113 picomètres. D'après les données, la longueur de liaison de 113 picomètres correspond, d'après les données, à une liaison triple. La forme mésomère prédominante est donc celle que j'ai représentée avec des charges, d'autant plus qu'elle respecte la règle de l'octet aussi bien pour le carbone que l'oxygène, contrairement aux autres formes mésomères. Pour répondre aux différentes questions de la question 3, on va dans un premier temps donner un nom aux différentes orbitales moléculaires. Donc ça va de 1 sigma à 4 sigma. Ensuite, au niveau des interactions possibles, par exemple pour πx et πy, les interactions possibles sont entre les orbitales 2px de l'oxygène et 2px du carbone, ainsi que 2py de l'oxygène et 2py du carbone. On peut ainsi relier ces orbitales atomiques qui permet d'obtenir les orbitales moléculaires. Donc là, ici, à titre d'exemple, on a représenté px et py. Bien pour les orbitales liantes, quantiliantes. Ensuite, on a l'orbital moléculaire 1 sigma qui réside de l'interaction entre 2s de l'oxygène et 2s du carbone, et également 2pz de l'oxygène et 2pz du carbone. C'est une interaction à 4 orbitales. On a ensuite l'orbital moléculaire 2 sigma, c'est une interaction aussi à 4 orbitales. Elle revêt d'un caractère peu liante qu'on qualifie de non liante. On s'intéresse maintenant à l'orbital moléculaire 3 sigma qui résulte de l'interaction aussi à 4 orbitales. Dans un premier temps, interaction entre 2pz de l'oxygène et 2pz du carbone, mais aussi un faible recouvrement entre les orbitales 2s d'oxygène et 2s du carbone. On a également l'orbital moléculaire 4 sigma qui résulte aussi d'une interaction à 4 orbitales. Donc interaction par exemple dans un premier temps entre 2pz de l'oxygène et 2pz du carbone. Et on a aussi un faible recouvrement entre les orbitales 2s de l'oxygène et 2s du carbone. 4 sigma est une antiliante. On va ensuite relier les différentes orbitales atomiques qui permettent d'obtenir les orbitales moléculaires. Et également positionner les 10 électrons de valence du monoxyde de carbone. On obtient par la suite le diagramme d'orbital moléculaire du monoxyde de carbone suivant. Voilà. On peut aussi identifier ici la haute occupée qui correspond à 3 sigma et les basses vacantes à πx étoile et πy étoile. J'ai représenté ici les différentes orbitales moléculaires du monoxyde de carbone, car cela va nous permettre de déterminer le caractère non liante ou antiliante des différentes orbitales moléculaires. Donc 1 sigma est plus basse en énergie, correspond à une orbitale moléculaire liante. On a déjà vu tout à l'heure 2 sigma a un faible recouvrement qui est peu liante, qu'on qualifie de non liante. Les orbitales moléculaires px, py sont liantes. Px étoile, py étoile, ce sont des orbitales moléculaires antiliantes. Pour la 3 sigma, on a un faible recouvrement entre les deux plans nodales, c'est-à-dire entre les deux barres rouges. Le recouvrement est peu liant, on va considérer que cette orbitale moléculaire comme non liante. Et pour la 4 sigma, on a une antiliante. À la question numéro 4, on demande d'expliquer si la formule mésomère la plus représentative du monoxyde de carbone est en accord avec les résultats obtenus dans le cadre de la théorie des orbitales moléculaires.
Donc ici, on remarque qu'on a deux liaisons liantes, Px, Py, et un sigma, et deux liaisons non liantes, 2 sigma et 3 sigma. Éventuellement, on peut déterminer l'indice de liaison qui vaut 3. En considérant ici des interactions à 4 orbitales, on peut néanmoins déterminer cet indice de liaison en ne considérant pas ces interactions 4 liaisons, mais on retrouve le même résultat, c'est-à-dire l'indice de liaison vaut 3, ce qui correspond bien à une triple liaison correspondant à la forme mésomère qu'on a obtenue précédemment aux questions précédentes. On remarque ainsi que le résultat obtenu dans le cadre de la théorie des orbitales moléculaires est compatible à la forme mésomère ayant une triple liaison, une charge positive et négative. L'orbitale la plus haute occupée HO de la molécule du monoxyde de carbone correspond à l'orbitale 3 sigma. Les orbitales les plus basses vacantes BV correspondent aux orbitales PX étoile et PY étoile. Pour savoir sur quel atome les lobes sont plus développés, on regarde dans un premier temps la position de 3 sigma par rapport au carbone et oxygène. On remarque que l'orbital moléculaire 3 sigma est plus proche d'oxygène, donc le lobe sera plus gros sur l'oxygène. Ce qui en réalité est faux, c'est l'inverse. Mais on va utiliser les données de l'énoncé pour dessiner l'orbital 3 sigma. On obtient ainsi l'orbitale suivante pour 3 sigma. Et on n'oublie pas que 3 sigma est non liante. Donc là, on remarque ici, entre le plan nodal à gauche et à droite, une interaction faible. Alors pour Px étoile et Py étoile, on remarque que ces deux orbitales moléculaires sont plus proches du carbone, donc les lobes seront plus gros sur le carbone. Ce sont des antiliantes, donc on obtient les orbitales moléculaires pour Px étoile et pour Py étoile. On a les représentations suivantes. La petite remarque, la liaison entre un métal et le monoxyde de carbone s'effectue par l'intermédiaire de l'orbitale de la plus haute occupée, c'est-à-dire HO, qui est principalement développée sur le carbone. La liaison entre le métal et le ligand se fait par l'atome de carbone, ce qui est un petit peu contradictoire par rapport à l'énoncé ici, donc fallait faire attention. Donc l'énoncé, c'est un diagramme assez simplifié. Question numéro 6. On demande ici de justifier grâce à la théorie VSEPR les géométries observées au niveau de l'atome du ligand, qui sont tous les deux liés au fer. Donc pour le fer lié au dioxygène, d'après cette théorie, on a une géométrie ici coudée AX2E1 avec un angle valentiel inférieur à 120 degrés. Pour le fer lié au monoxyde de carbone, on a une formulation AX2E0, c'est une géométrie linéaire, et l'angle valentiel vaut 180 degrés. Ici, une géométrie linéaire. Question numéro 7. Pour répondre à cette question, on va s'aider du document 2, qui nous permet de dire que la fixation du monoxyde de carbone à l'atome de fer 2 empêche la fixation du dioxygène. On peut en déduire que l'interaction fer-monoxyde de carbone est plus forte que celle fer-dioxygène. Aussi, l'ion cyanure est isoélectronique du monoxyde de carbone, c'est-à-dire qu'il y a 10 électrons de valence, ce qui explique que l'ion cyanure se fixe sur l'hémoglobine de façon similaire au monoxyde de carbone. Question numéro 8. On demande la configuration de l'ion Fe2+. On a représenté cette configuration directement. Donc par rapport à la configuration du fer Z égale 26, on va enlever 2 électrons. Attention, on enlève 2 électrons à l'orbital 4s. Ensuite, en détaillant le raisonnement, on demande d'identifier et de nommer les orbitales atomiques de Fe2+, conduisant à un recouvrement non nul avec la haute occupée et la base vacante du monoxyde de carbone. Pour répondre à cette question, on cherche des orbitales D conduisant à un recouvrement non nul avec la haute occupée et la base vacante. Alors, pour rappel, la haute occupée est la 3 sigma et les bases vacantes sont l'orbital moléculaire Px étoile et Py étoile. On a également représenté les orbitales D. On observe donc un recouvrement non nul pour la 3 sigma avec l'orbital dz carré. C'est un recouvrement axial. On représente ce recouvrement ici.
On observe aussi un recouvrement non nul entre Px étoile et dxz des orbitales d, et également un recouvrement non nul entre py étoile avec dyz. Voilà. Question numéro 9. On demande de représenter la lueur du diagramme de l'interaction des orbitales atomiques d de Fe2+, avec la haute occupée et la base vacante du monoxyde de carbone. Donc pour rappel, la haute occupée est la 3 sigma, les bases vacantes sont pi x étoile et pi y étoile. L'orbitale D possède 6 électrons de valence et la 3 sigma 2 électrons, donc on a 8 électrons à positionner sur les orbitales moléculaires. On remarque ensuite que l'orbital moléculaire 4 et l'orbital moléculaire 5 sont des orbitales qui n'ont pas d'interaction. Pourquoi? On le sait, parce qu'ils restent au même niveau. Donc les seuls orbitales D qui n'ont pas réagi, qui n'ont pas eu d'interaction, sont dx carré y carré et dxy. Donc l'orbital moléculaire 4 et l'orbital moléculaire 5 sont des orbitales non liantes. Maintenant, on s'intéresse aux orbitales moléculaires 1 et l'orbital moléculaire 8. Ces orbitales proviennent des interactions entre l'orbital de la haute occupée du monoxyde de carbone et des Z carrés. L'orbital moléculaire 1 est une combinaison liante. Pourquoi? Parce que c'est la plus basse en énergie. Et l'orbital moléculaire 8, c'est une antiliante. Son énergie est la plus élevée. On a aussi l'orbital moléculaire 6, l'orbital moléculaire 7 et l'orbital moléculaire 2, l'orbital moléculaire 3. Ces orbitales moléculaires proviennent des interactions entre Px étoile et dxz et Py étoile avec dyz. OM6 et OM7 correspondent à des combinaisons antiliantes et OM2 et OM3 à des combinaisons liantes. Question numéro 10. L'orbital moléculaire 1 traduit un transfert d'électrons du ligand vers le centre métallique. On parle ainsi de donation sigma donneur. L'orbital moléculaire 2 et l'orbital moléculaire 3 traduisent d'un transfert d'électrons, cette fois-ci du centre métallique vers le ligand, par l'intermédiaire de ces orbitales pi. On parle ainsi de rétrodonation pi. Le monoxyde de carbone est donc sigma donneur et pi accepteur. Dans la question numéro 11, on demande d'écrire les deux réactions de combustion. On va les écrire. Et ensuite, de justifier le caractère exothermique de ces deux réactions. Donc, pour cela, on va ensuite déterminer l'enthalpie standard de réaction pour ces deux réactions. Donc, pour la première réaction, on a le carbone qui réagit avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone. Et ensuite, le carbone qui réagit avec le dioxygène pour donner du monoxyde de carbone. L'enthalpie standard de réaction vaut, pour la première réaction, moins 393,5 kJ par mol et la deuxième, moins 110,5 kJ par mol. Ces deux réactions sont bien exothermiques. Question numéro 12. En s'aidant des données de l'énoncé, on peut dire que pour un tirage faible, la formation du dioxyde de carbone sera plus importante que la formation du dioxyde de carbone. Pour répondre à la question 13, on va s'aider des données de l'énoncé. Dans un premier temps, on va exprimer la fraction molaire en monoxyde de carbone. Donc c'est une relation qui lie la fraction molaire à la quantité de matière en monoxyde de carbone, ainsi que la quantité de matière en gaz total. On sait aussi par rapport à l'énoncé que le charbon brûle à un rythme de 80 grammes par minute et que l'oxydation du monoxyde de carbone consomme 12% de la quantité initiale de carbone. On a donc la relation suivante. La quantité de matière en monoxyde de carbone formée est égale à 0,8 fois T, et T est en minutes. Pour déterminer la quantité de matière en gaz total, c'est-à-dire la quantité de matière totale en air, on utilise l'expression suivante. Quantité de matière est égale à V sur le volume molaire. Et en remplaçant, sachant que le volume ici est égal à un volume d'un parallélépipède, en remplaçant,
on a une quantité de matière en air d'environ, en appliquant les données ici écrites, 65 sur 24 10 puissance moins 3, environ 2708 mol. On obtient ainsi la relation suivante pour la fraction molaire en monoxyde de carbone, 0,8 fois T, T est en minutes, fois 10 puissance 6, il ne faut pas oublier de multiplier par 10 puissance 6, parce qu'ici on traite en parties par million, divisé par 2708. D'après l'énoncé, on sait qu'à partir de 6400 ppm, la mort survient au bout de 20 minutes. On va déterminer dans un premier temps, au bout de combien de temps, on arrive à une valeur de 6400 ppm, et ensuite, également, au bout de combien de temps, on arrive à une valeur de 12800 ppm. Il suffit de remplacer. Donc la fraction molaire, dans un premier temps, va valoir 6400 ppm. En remplaçant, on trouve un temps en minutes de 22. Il ne faut pas oublier de rajouter à ces 22 minutes 20 minutes, parce qu'au total, la mort va survenir au bout de 22 plus 20, soit 42 minutes. De même, pour un temps de 40 minutes, on atteint la valeur de 12 800 ppm, puis ensuite, au bout de 3 minutes, la mort survient. Donc au final, la mort va survenir au bout de 44 plus 3, soit 47 minutes. Question numéro 14, on demande de justifier le fait que l'équilibre de Boudoir peut être considéré comme une médiamutation. En effet, cette réaction peut être considérée comme une médiamutation car on a à la fois une oxydation du carbone et une réduction du dioxyde de carbone. En utilisant le document numéro 8 à 300 degrés Celsius, on remarque que le monoxyde de carbone ne se forme pas, donc il n'y a pas de danger à cette température. Donc on le voit au niveau du graphique, le monoxyde de carbone ne se forme pas. Question numéro 15, on va dans un premier temps déterminer la variance. La variance ici est égale à x moins y, c'est-à-dire le nombre de paramètres intensifs moins le nombre de relations entre ces valeurs intensives. Donc x ici est égal à 5. Il s'agit de la pression, de la température, de la fraction molaire des solides, la fraction molaire du gaz en CO2, la fraction molaire en monoxyde de carbone. Donc on a une valeur pour x de 5. Y, nombre de relations qui lient ces paramètres intensifs. Ils sont au nombre de 3. Donc on sait que la somme des fractions molaires pour le solide est égale à 1. La somme des fractions molaires pour le gaz est égale à 1. Et il y a aussi une relation d'équilibre entre ces trois espèces chimiques qu'on va résumer par la lettre K, c'est-à-dire une réaction d'équilibre au défaut de ces trois espèces. Donc la variance est égale ici à 5 moins 3 est égal à 2. Donc on peut dire qu'effectivement, il est possible de fixer à la fois la pression et la température dans le réacteur. On va maintenant étudier l'influence de la pression. Pour cela, on va déterminer le quotient de réaction. On remarque que ce quotient de réaction est proportionnel à la pression, c'est-à-dire si la pression augmente, ce quotient de réaction augmente. L'affinité est liée à la constante K et à la quotient de réaction. Si on part d'une situation où K est une constante, c'est-à-dire que la température est égale à une constante, si la pression augmente Q de R, la quotient de réaction augmente et l'affinité sera négative. La réaction sera donc favorisée dans le sens 2. Or, nous, on veut formation de monoxyde de carbone. Donc, il faut travailler à basse pression pour favoriser la formation du monoxyde de carbone, c'est-à-dire pour que la réaction ait lieu dans le sens 1. Donc, c'est pour cela qu'on utilise ici une faible pression d'environ 2 bars. Pour étudier l'influence de la température, on va utiliser la relation de Van 't Hoff et ensuite déterminer le déterrage l'enthalpie de réaction. Après calcul, on trouve une valeur de 172 kJ mol-1, c'est-à-dire une valeur supérieure à 0. La réaction est endothermique. On peut aussi dire que K est croissant en utilisant la relation de l'affinité qui donne que A est égal à RTln de K sur quotient de réaction. En partant d'une situation où on est à l'équilibre au départ et on augmente la température, en augmentant la température, K augmente, l'affinité sera supérieure à 0, la réaction sera favorisée dans le sens 1, c'est-à-dire dans le sens de la réaction endothermique. Donc, pour qu'on ait formation du monoxyde de carbone, il faut utiliser une température plutôt élevée pour favoriser la formation du monoxyde de carbone.
car la réaction est endothermique. Question numéro 16, on demande de retrouver la valeur de la fraction molaire en monoxyde de carbone du document numéro 8. Donc à l'équilibre, on a la constante d'équilibre qui est égale, après simplification, à la fraction molaire en monoxyde de carbone au carré sur la fraction molaire du CO2. Pour déterminer K, il suffit d'utiliser la relation suivante, delta RH0 est égal à moins TLN de K, et ensuite d'utiliser les données de l'énoncé pour déterminer cette valeur de delta RH0. On trouve ici pour 1000 Kelvin 3200 joules mol moins 1, et en remplaçant, on trouve une valeur de K de environ 1,47. On sait que la fraction molaire en monoxyde de carbone plus la fraction molaire en CO2 est égale à 1. Donc il suffit de remplacer la valeur de la fraction molaire en CO2 par 1 moins la fraction molaire du monoxyde de carbone. On a une équation qui nous permet de déterminer la fraction molaire en monoxyde de carbone qui est égale à environ 0,68. On va quand même revenir sur le document numéro 8. Et en observant sur le document numéro 8, on remarque bien que la fraction molaire du monoxyde de carbone est égale à environ 0,68. Il ne faut pas oublier ici qu'en abscisse, la température est en degrés Celsius, donc il fallait enlever 273 à 1000 Kelvin et on trouve bien la bonne valeur qui était demandée. À la question numéro 17, on demande de raisonner sur l'affinité chimique pour expliquer quelle serait la conséquence de l'ajout d'un gaz inerte. On va partir d'une situation où la quantité de matière totale va s'appeler N total à l'équilibre. Et lorsqu'on ajoute une quantité de matière d'un gaz inerte, cette quantité de matière va s'appeler N total, c'est-à-dire la quantité de matière totale à l'équilibre qu'on avait avant, plus cette quantité de matière N0 qu'on a rajoutée. Donc on remplace dans le quotient de réaction. Donc on a l'expression suivante, je vous laisse regarder ça, que le quotient de réaction donc, est proportionnel à l'inverse de la quantité de matière au total. En remplaçant dans l'expression de l'affinité, c'est-à-dire A est égal à RT ln de K sur Q de R, on trouve, après simplification, une expression d'affinité qui est égale à RT ln de la quantité de matière totale, c'est-à-dire quantité de matière totale, c'est-à-dire la quantité de matière totale à l'équilibre, plus la quantité de matière du gaz qu'on a rajouté sur la quantité de matière totale à l'équilibre avant ajout du gaz inerte. Conclusion, l'affinité est donc du coup supérieure à 0. L'ajout d'un gaz inerte favorise la formation du monoxyde de carbone. Et on demande aussi pourquoi on fait le vide dans le réacteur. C'est pour éviter d'avoir des réactions parasites. En l'occurrence, l'air avec le dioxygène peut réagir avec le carbone pour donner le dioxyde de carbone. Donc pour éviter ça, on fait le vide. Question numéro 18. On demande de justifier l'utilité de porter la solution à 100 degrés à pression atmosphérique. Donc j'ai réécrit la relation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la relation dans le sens 2, soit une relation dont l'enthalpie de réaction serait non pas négative, mais positive, donc une réaction dans le sens endothermique. Et on sait que lorsqu'on a une réaction endothermique, c'est la relation de Van der Waals, une augmentation de la température favorise cette réaction. Donc, étant donné qu'on désire avoir la réaction dans le sens 2, il suffit d'augmenter la température, d'où l'utilisation d'une température de 100 degrés Celsius. On vous demande ensuite si cette étape de purification est-elle efficace dans le cas présenté. On va utiliser pour cela le graphique donné dans l'énoncé. On va comparer le spectre A et le spectre B. Sur le spectre A, on a toujours du dioxyde de carbone, alors que dans le spectre B, c'est-à-dire après purification, on n'a plus du dioxyde de carbone, donc on peut dire que cette purification est efficace. Question numéro 19, on demande ici de déterminer le nombre d'oxydations pour l'aluminium, le cuivre et le chlore. Pour cela, on nous donne l'indication suivante. On doit considérer le complexe comme l'association d'anions aluminium d'un complexe tétrachlorocuivre et de 2 molécules de toluène. Donc, on sait que ce complexe est chargé neutre. Donc, étant donné qu'on a un ion Al3+, donc une charge +3, par déduction, CuSl4 a une charge de
moins 3. Et si on regarde à l'intérieur de 1, CuCl4, 3 moins. Donc, en considérant que le chlore a une charge globale de moins 1, on obtient une charge totale pour le Q de plus 1. On continue la résolution de cette question. On va utiliser cette fois-ci les potentiels standards pour montrer que l'utilisation de CuCl sur le dioxyde de carbone va faire en sorte que la réaction va être thermodynamiquement favorisée. Donc, le monoxyde de carbone va s'oxyder en donnant du dioxyde de carbone. Et c'est quelque chose qu'on ne veut pas obtenir. Donc, c'est pour cela qu'on évite d'utiliser CuCl. Par la même occasion, on pourrait déterminer le cas. On aurait une constante de réaction très grande. Contrairement à une réaction du monoxyde de carbone avec CuCl4 3- ou avec Al3+, dans ce cas-là, la réaction n'est pas favorisée. Donc, d'où l'intérêt de l'utilisation de ce complexe pour obtenir le monoxyde de carbone lors d'une opération de purification. Voilà, dans cette question, on va comparer les deux procédés de purification, PSA et le procédé CoSob process. Dans le premier cas, procédé CoSob, on est en solution par complexation. On utilise ici un solvant, le toluène, qui a une toxicité non négligeable, contrairement à PSA qui utilise ici des oxydes. Pour le procédé CoSob, on a un meilleur rendement. On utilise une température plus élevée, notamment pour la purification. Et pour PSA, comme on l'a dit, c'est un procédé moins polluant. Et on utilise aussi une pression très importante. Question numéro 21. Montrer que dans les conditions opératoires dans lesquelles les deux expériences sont réalisées, la vitesse de réaction peut se mettre sous la forme V égale K' multiplié par la concentration monoxyde de carbone puissance A. En effet, si on écrit la relation de la vitesse, on a K multiplié par Cl2 puissance B multiplié par la concentration monoxyde de carbone, la puissance A. Mais étant donné que, aussi bien pour l'expérience 1 que pour l'expérience 2, la pression en dichlore est supérieure à la pression en monoxyde de carbone, on peut donc dire que le dichlore est en excès. Donc on a affaire ici à une dégénérescence de l'ordre. Donc K multiplié par la concentration du dichlore puissance B est une constante qu'on appelle K'. Donc question numéro 22, on va partir ici d'une réaction d'ordre 1, donc en utilisant les équations différentielles et une intégration, on va obtenir la relation qu'on va écrire dans quelques secondes. Et ensuite, on va pouvoir déterminer le temps de demi-réaction et le temps 3/4. Donc, en partant du fait qu'on a une réaction d'ordre 1, on obtient la relation suivante, K fois T est égal à ln de A à la date T0 sur A à un temps T. Donc maintenant, on va utiliser cette expression pour déterminer T1,5 et T3/4. En utilisant l'expression qu'on a obtenue tout à l'heure, on va déterminer T1,5 et T3/4. Il faut savoir qu'à T1,5, il ne reste que A0 sur 2 et à T3/4, il ne reste que A0 sur 4, c'est-à-dire 3/4 du réactif n'est plus présent. Donc on remplace dans les expressions et on obtient pour T1,5 une expression égale à ln de 2 sur 4, tandis que pour T3/4, on a ln de 4 sur K. Donc on va diviser ces deux temps et on trouve la relation suivante, c'est-à-dire T3/4 sur T1,5 est égal à 2. Cette relation n'est valable que pour une réaction d'ordre 1. En effet, on va l'utiliser pour répondre à la question suivante. Question numéro 23, déterminer l'ordre partiel A en exploitant les données expérimentales. Donc là, il faut céder ce qu'on a obtenu précédemment, à savoir qu'il y a une relation entre T1,5 et
T3K. Alors, comment déterminer T1,5 et T3K? T1,5 ici, pour l'expérience 1, vaut 34,5 minutes. On le voit en fait, hein, parce qu'on va raisonner sur une pression. La pression, on va dire que la pression du monoxyde de carbone au départ est égale à 4 et à la fin, elle vaut 0. Donc, si on divise cette pression par 2, on obtient une expression de 2. De la même manière, pour déterminer T3K, il suffit de diviser 4 par 4. On obtient 1. Donc, cette fois-ci, T3K va valoir 69,1 minutes. On va ensuite diviser ces deux valeurs. Donc, pour T1,5, on a une valeur ici de 34,5 minutes. Et pour T3K, 69,1. Si on fait ce rapport, on a une valeur de 2. Ce qui confirme une relation d'ordre 1. Donc, l'ordre partiel A vaut 1. La question numéro 24, on demande ici de déterminer l'ordre partiel B à partir des valeurs expérimentales. Donc ici, on va utiliser les valeurs données pour l'expérience 1 et l'expérience 2. On sait que pour l'expérience 1, le T1,5 vaut 34,5 minutes. Pour l'expérience 2, T1,5 vaut 4,3 minutes. On a aussi la valeur de la pression en dichlore à T égale 0. Et on peut remonter une relation entre la pression et la concentration. On va ensuite diviser T1,5 pour l'expérience 1 sur T1,5 pour l'expérience 2, qui va nous permettre, après simplification, d'avoir une expression de B. Donc on a ici, dans un premier temps, l'utilisation des pressions. Donc, en faisant le calcul, on trouve une valeur de B qui vaut 1,5. Donc, à la question 25, si on exprime la loi de vitesse, on remarque qu'elle est proportionnelle à la concentration en monoxyde de carbone. Ainsi, en augmentant la concentration en monoxyde de carbone, la vitesse va augmenter, ce qui permet d'augmenter fortement donc, la vitesse de réaction.